Il y a quelques semaines, le projet de loi sur la restitution des œuvres d'art était voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, puis adopté au Sénat. Elle permettra au gouvernement de restituer des œuvres d'art par décret et non plus en passant par une loi spéciale, procédure lente et très lourde du fait de l'inaliénabilité des œuvres d'art. Chaque objet devait avant passer par un vote à l'Assemblée nationale. Cette loi marque une révolution dans le monde de l'art et dans les relations entre la France et les anciens pays colonisés. Elle marque même l'entrée, peut-être, enfin notre invité nous dira si c'est le cas, dans une nouvelle ère. Bénédicte Savoie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin et vous venez de faire paraître 1815, le temps du retour, restituer l'art en Europe après l'Empire napoléonien, qui vient de paraître aux éditions de la Découverte. Je précise que vous aviez publié en 2018 avec Felwine Sarr le rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain demandé par l'Élysée. Vous serez aussi titulaire cet automne d'une chaire au Louvre. Voilà, ça fait beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Questions du soir. Le patrimoine culturel, ce qui permet de d'écrire l'histoire, ce qui permet à la jeunesse africaine de connaître son histoire, ses racines, n'était pas en Afrique. Et donc partant de là, on voit bien que quelque chose ne pouvait pas fonctionner. Et on ne peut pas dire à une jeunesse, si tu veux savoir d'où tu viens, qui tu es, il faut que tu ailles au bout du monde pour pouvoir le comprendre. Et encore, tout ça est dispersé. Il était temps. Ce texte lève une restriction qui permettait jusqu'à présent, devant des demandes de restitution, de dire écoutez, il y a un principe d'inaliénabilité, et donc on ne touche pas, on ne soulève pas la question. Donc maintenant, le champ est libre, si vous voulez. Cela veut dire que des négociations peuvent s'engager entre, je dirais, des acteurs sur le terrain. Donc voilà comment la réparation peut se faire progressivement, mais voilà, on y arrive. Et moi, je souhaite que ces objets d'art soient remis. Je le souhaite parce qu'ils appartenaient, ils ont été volés, ces pays ont été pillés. Donc voilà une première forme de réparation que nous avons votée. Pour commencer cette émission, les voix du président de la République Emmanuel Macron, du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne et de Solange Nadi, sénatrice RDPI de la Guadeloupe. Bénédicte Savoie, c'est un aboutissement, cette loi. Quel chemin a-t-il fallu parcourir pour en arriver là ? Cette loi, c'est un événement historique à plusieurs titres et le chemin était long. Il y a 10 ans, au moment où Felwine Sarr et moi écrivions ce rapport sur la restitution, on était engagés dans ce qu'on nous disait être une mission impossible. Alors on arrivait avec nos stylos, on a échangé pendant 8 mois et ça paraissait vraiment... on était face à un mur du non et même un mur du déni, du côté européen en tout cas. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, dans ce mur du non, on a une grande brèche. Souleymane Bachir Diagne disait que maintenant la voie est libre. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est comme un barrage qui désormais a un passage et on va pouvoir naviguer ces demandes, ces réclamations, non plus du point de vue d'une impossibilité, mais à partir d'une possibilité. Ça ne veut pas dire que les choses seront faciles, mais ça veut dire qu'on a fait une révolution copernicienne. Qu'est-ce qui motivait ce non, ce mur du non que vous venez de décrire ? Beaucoup de choses. Certainement le sentiment que nous avions en Europe, et je ne parle pas seulement de la France, je vis moi-même à Berlin et la situation n'est pas très différente ni en Allemagne, ni au Royaume-Uni, ni en Hollande, aux Pays-Bas, etc. Le sentiment européen d'une certaine supériorité patrimoniale et qu'on était peut-être, ou certainement, les seuls non seulement à savoir conserver les choses, à savoir les protéger et aussi à savoir les interpréter. Et tous ces savoirs bien assumés sont difficiles à déconstruire. C'est difficile quand on est une société qui pendant longtemps a cru qu'elle était la meilleure, la seule, de réussir à dire non, on va lâcher prise et on va laisser d'autres appliquer leurs propres pratiques de conservation, leurs propres idées sur leur propre patrimoine. Donc, beaucoup de blocages psychologiques et puis des stratégies bien concrètes, des musées qui ont empêché, qui ont manœuvré depuis les indépendances africaines, pour empêcher que la discussion même ait lieu. Est-ce qu'il y avait une crainte pour les musées de perdre ce qui fait leur richesse, c'est-à-dire l'ensemble de leurs œuvres, de leurs collections, de leurs réserves ? En fait, je répondrais plutôt sur le mot crainte. Il y a des craintes. Les musées, les établissements patrimoniaux sont des établissements qui ont peur. Ils ont peur. Alors, ils ont peur de ça,
peut-être perdre une partie de leur collection. Personne ne veut vider les musées. Et les quantités d'œuvres qui sont arrivées au 19e siècle en Europe dans les musées européens, elles sont telles qu'elles ne seront jamais rendues d'un coup. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Mais il y a d'autres peurs. Il y a la peur de perdre le monopole de l'interprétation, par exemple. C'est-à-dire que d'autres puissent avoir leur voix au chapitre sur leurs propres objets. La peur d'avoir le sentiment qu'on est devenu un petit pays, qui n'est plus une puissance coloniale et qui donc rend ce qui avait appartenu, au même titre qu'elle a rendu les territoires, rendu les populations, doit rendre peut-être aussi maintenant les œuvres attachées à ces territoires. Tout ça, c'est des moments difficiles dans l'histoire des anciennes. Bénédicte Savoie, est-ce que le texte précise les conditions dans lesquelles les œuvres ont été prises, dans lesquelles elles ont été pillées, accaparées, spoliées, volées par l'État français? Il utilise dans son titre même le terme d'illicite, donc il considère que le texte, la loi, considère que certaines œuvres dans nos musées aujourd'hui ont été prises dans des conditions de non-consentement. Mais un texte de loi, comme toujours, c'est une sorte de, j'allais dire, de grand goulash où on a différents éléments et il faut arriver à un compromis. Et donc, cette loi comporte des zones de flou aussi. C'est-à-dire qu'elle est un moment historique, elle est un événement historique, elle est une révolution. Elle va permettre de naviguer, mais il y aura des écueils. Et tout ne sera certainement pas facile. Notamment, un des écueils, c'est décider quel objet est un butin de guerre, quel objet peut prétendre à la restitution. Est-ce que là encore, dans votre rapport et dans la loi, il y a un chemin pour essayer de définir quelles œuvres doivent être rendues? Est-ce que c'est toutes les œuvres? Est-ce que c'est seulement les œuvres qui sont demandées par les États tiers? À partir de quel catalogue? C'est sûrement les œuvres qui sont demandées. Il y aura pas, en tout cas, la loi ne propose pas de manière proactive à la France de publier tous les ans les catalogues de ce qu'elle offre à la reprise. Certainement pas. Mais la question des demandes, des choix, des œuvres qui seront demandées reste à l'appréciation de ceux qui les réclament. Le grand changement, c'est qu'on dira plutôt oui que plutôt non, ou plutôt même, ce qui s'était fait pendant plusieurs décennies, ne rien répondre du tout à ces demandes. Alors, dans votre livre, Bénédicte Savoie, dont je rappelle le titre, 1815, le temps du retour, restituer l'art en Europe après l'Empire napoléonien, vous explorez justement une autre période de restitution qui est 1815, donc la chute définitive de Napoléon, après sa tentative de reprise du pouvoir bien connue. Quel est le parallèle que vous faites entre 1815 et 2026? Pourquoi être allé chercher cette histoire-là de restitution? Qu'a-t-elle à nous apprendre, Bénédicte Savoie? Alors, il y a plein de raisons, mais une des raisons fascinantes, c'est que dans cette loi qui vient de passer, le 9 mai dernier, on ne définit pas un périmètre géographique des restitutions. On ne dit pas on va rendre à l'Afrique et à l'Asie, par exemple. On dit on va rendre tout ce qui est arrivé à partir de 1815. Donc cette date, pour tous ceux qui connaissent un peu l'histoire des musées, c'est une date clé parce que c'est... D'ailleurs, la loi dit même novembre 1815. C'est le moment où le Louvre s'est trouvé déshabillé, s'est trouvé vidé de tout ce que la Révolution et l'Empire avaient accumulé, s'étaient approprié dans la violence militaire pendant 20 ans, à partir de 1794. C'est à partir de la première défaite de Napoléon, puis après les 100 jours et après Waterloo, les puissances européennes se retrouvent à Paris et veulent récupérer. Parce que Napoléon déjà avait pris beaucoup d'œuvres d'art. On est sur des dizaines de milliers de numéros d'inventaire. C'est-à-dire, si vous pensez au musée de Vienne en Autriche, l'Empire austro-hongrois, c'est 300 tableaux qui arrivent à Paris en 1809. Les musées de Berlin arrivent entièrement à Paris. Les musées du pape, du Vatican arrivent entièrement à Paris. Mais est-ce que c'est une pratique commune ou est-ce que c'est une innovation napoléonienne d'aller, au fur et à mesure des conquêtes militaires, rassembler, concentrer les œuvres dans la capitale? C'est une réactivation napoléonienne d'une pratique qui existe depuis l'Antiquité, mais que les États européens avaient décidé d'abandonner, la trouvant non civilisée à partir de la guerre de 30 ans. Donc depuis le XVIIe siècle, ça se faisait plus trop, mais la Révolution française arrive, avant Napoléon, et élabore une doctrine extraordinaire qu'on appelle la doctrine du patrimoine libéré, qui considère que les arts, étant un produit de la liberté, doivent être ramenés au pays de la liberté, c'est-à-dire la France. Donc avec cette idéologie, cette doctrine, les armées vont se faire accompagner de spécialistes, d'architectes, de bibliothécaires, etc., et vont aller s'approprier culturellement, avec les armes derrière ou devant eux, ces patrimoines pour les apporter à Paris. Et Napoléon, comme toujours, l'Empire a perfectionné ses pratiques. Donc ça se passe plus vite, mieux et de manière un peu plus transparente sous l'Empire. Et ces pays-là, tous ceux qui ont été dépossédés,
n'attendent d'ailleurs pas la fin de l'Empire pour réclamer, pratiquement dans beaucoup de cas, dès le lendemain de la perte, disons, d'un beau tableau de Rubens de la ville de Cologne en Allemagne. Dès le surlendemain, on aura des bourgeois de la ville qui vont écrire une pétition pour récupérer, etc. Les Italiens, pareil. Et au moment où les armées françaises commencent à perdre sérieusement, donc après la campagne de Russie, après la bataille des nations à Leipzig, après la première occupation de Paris et la deuxième occupation de Paris, sont envoyés de toute l'Europe des commissaires à Paris qui vont essayer de faire lâcher prise les Français, ce qui n'est pas facile. Et ça, c'est un des rapprochements, si vous voulez, avec notre époque. Comment on fait quand on est loin, quand on ne sait pas exactement où l'autre a mis les choses, pour les repérer, les localiser, aller les récupérer et lui faire lâcher prise. Et en l'occurrence, là, l'autre a mis les choses dans un endroit assez spécial qui s'appelle alors le musée Napoléon, qu'on connaît aujourd'hui comme le musée du Louvre, qui est une chose absolument extraordinaire pour l'époque. C'est-à-dire que ce que construit Napoléon au Louvre est une chose qui n'existe pas encore sur la planète. On peut dire que c'est une histoire de l'art à vivre avec le corps. Vous traversez l'histoire de l'art antique et européen avec votre corps, comme c'est nulle part ailleurs possible en Europe à ce moment-là. Il faut quand même dire qu'avant Napoléon, avant la Révolution française, il y a des musées publics. Il y en a partout en Europe, mais aucun qui a assemblé autant. Vous avez tout l'œuvre de Raphaël, tout le Titien, tout Rubens, tout Rembrandt, des dessins. Et pas seulement au Louvre, la Bibliothèque nationale, toutes les Bibles précieuses. Il y a aussi des livres, des manuscrits qui sont amenés à Paris. Voilà. Tout ça est à Paris. Et il y a une ambivalence du public européen qui dit « Waouh, incroyable, on n'a jamais vu ça, quel luxe, quel confort, on voit tout en un seul endroit, on n'a plus besoin de voyager en Italie et ailleurs ». Ça, c'est l'œil qui se réjouit. Et puis, ils ont un œil qui pleure, pratiquement tous, se disant « Mais on a laissé des vides énormes dans ces endroits-là ». C'est très visité, ce Louvre napoléonien ? Ah bah c'est the place to be. Tout le monde va au Louvre, que vous soyez menuisier, juriste ou n'importe qui vient de n'importe où au monde. Vous viendrez voir le Louvre à l'époque, le Louvre, le Jardin des Plantes, la Bibliothèque nationale et le Palais Royal pour boire et voir. Alors Bénédicte Savoie, on retourne à novembre, été 1815. Les nations européennes occupent Paris. Elles se préoccupent de retrouver leurs œuvres d'art, leurs manuscrits, leurs livres, leurs archives également. Est-ce que ce débat apparaît dans le débat public français ? Et quels sont les termes du débat en 1815 ? Est-ce qu'il y a des pour, des contre ? Quels sont les arguments qui sont mobilisés pour rendre les œuvres ou bien au contraire les maintenir dans le musée de Napoléon ? C'est ça qui a rendu l'enquête que j'ai menée vraiment fascinante, c'est que c'est un débat mondial. C'est-à-dire que la presse de New York à New Delhi suit ce qu'ils appellent le déshabillage du Louvre, le stripping of the Louvre. Donc, c'est un énorme sujet médiatique, et dans la presse française, bien sûr aussi, mais pas seulement médiatique. Vous avez tous les grands esprits de l'époque, et l'époque, les grands esprits, c'est du côté allemand, Goethe, les frères Grimm, la mère de Arthur Schopenhauer, Johanna, donc beaucoup de femmes aussi, et puis c'est Walter Scott, et puis c'est Chateaubriand, Stendhal. Tous ces gens-là mettent leur avis dans le panier, et ça crée un débat mondial sur la question des musées, du bien fondé moral ou juridique d'avoir ces accumulations, etc. Donc on est à beaucoup de niveaux. Au niveau pragmatique, comment on fait pour récupérer quand on est un petit directeur de musée d'une ville de province italienne ? 1, 2, la presse, l'opinion publique qui se mobilise pour ou contre, et pas forcément les Français contre les Britanniques, c'est d'autres lignes de partage, et les grands intellectuels qui écrivent. Goethe a écrit un rapport sur la restitution. Moi, je vous propose d'écouter une lecture d'un extrait de l'ouvrage de Walter Scott, de Waterloo à Paris, 1815, Lettre de Paul à sa famille, publié aux éditions Mercure de France. Le dernier accroissement des domaines de la Prusse a considérablement étendu ses droits de réclamation en faveur des États et des villes nouvellement incorporés à ces domaines. Cependant, quoique près de 100 tableaux aient ainsi disparu, je n'ai pas été privé de voir un seul de ces chefs-d'œuvre sur lesquels l'attention du voyageur se porte d'abord et revient souvent. C'est lorsque l'Italie et les Pays-Bas feront leur réclamation qu'aura lieu la grande dispersion de ces dépouilles. Quand ce jour arrivera, je pense qu'il troublera la raison de plus d'un amateur français. C'est une cruelle mortification, sans contredit. Mais indépendamment de l'incontestable justice de cette mesure, il est convenable que les Français ne possèdent à l'avenir aucun trophée qu'ils puissent invoquer comme des témoignages de la puissance exercée par eux sur les autres États et capable de les exciter à de nouvelles conquêtes.
Les objets que renferme le musée concourent, ainsi que l'a prouvé une cruelle expérience, à perpétuer des souvenirs qui, pour la tranquillité de la France et de l'Europe, doivent être effacés aussi promptement qu'il sera possible. Ces souvenirs rendent la dispersion des objets qui les réveillent une précaution aussi nécessaire que l'incendie de la bibliothèque de Don Quichotte pour prévenir le retour de sa folie. La belle lecture que Audrey Carr m'a faite de cette lettre de Paul à sa famille, Walter Scott de Waterloo à Paris, 1815. Bénédicte Savoie, on sent là que la question n'est pas seulement juridique, elle est aussi morale. Quels sont les arguments que Walter Scott est en train d'avancer dans cette lettre ? Alors un mot sur la lecture, c'était une lecture douce d'un Oui. texte très belle, mais d'un texte qui à un moment est hargneux, vraiment. Il parle du musée du Louvre comme un repère de brigands, etc. Et ce qui est très intéressant dans Walter Scott, c'est qu'il fait partie de ces nombreux Anglais qui sont venus exprès d'Angleterre en 1815 pour assister à ça, le vidage, le dépouillement du Louvre. Et l'argument extraordinaire de Walter Scott, qui est un argument qui est aussi développé dans les milieux diplomatiques de l'époque, c'est qu'une œuvre d'art, c'est un peu comme un titre de propriété, et qu'une nation comme la France, à partir du moment où elle a perdu des territoires et perdu les populations qui étaient liées, ne peut pas garder les œuvres comme titre de propriété parce que sinon elle n'arrive pas à s'habituer au fait qu'elle les a perdues. En gros, pour dire plus simplement, il dit tant que les œuvres d'art restent dans le musée, la France va avoir l'idée que les peuples et les territoires qui marchent avec ces œuvres d'art lui appartiennent. Donc les œuvres italiennes, par exemple, venues de Rome, si la France ne les rend pas, elle va considérer pendant très longtemps que Rome lui appartient d'une certaine manière. C'est une forme de néo-impérialisme. Par capillarité, on pourrait Par dire. capillarité, par refus d'accepter qu'on est devenu une petite nation après avoir été un grand empire. Et ça résonne beaucoup avec notre époque. Et alors, à l'inverse, on reproche aux Anglais, on leur dit, mais si vous pensez que la France doit, et je trouve ça très intéressant, cet argument que vous montrez dans le livre, c'est que si la France doit rendre à toutes ces puissances européennes ses œuvres d'art, eh bien, pourquoi est-ce que l'Empire britannique, lui, ne rendrait pas les œuvres qu'il a pillées hors d'Europe? Est-ce que l'idée de renoncer au butin artistique dans la guerre apparaît à ce moment-là? C'est là qu'on y renonce définitivement, Bénédicte Savoie? On y renonce entre Européens. On renonce à s'infliger l'outrage de se dépouiller les uns les autres de ces collections, en tout cas pendant plusieurs décennies du 19e siècle. En revanche, on s'aperçoit que les musées d'affirmation nationale, comme ce musée Napoléon, ce musée qui permet d'affirmer la puissance de la nation, que tout ça, c'est très utile politiquement. Et ce qui va se passer, c'est que d'autres musées européens vont soit être renforcés, soit se créer, et vont aller piocher ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne se fait plus mal entre Européens. En revanche, quelques années après 1815, dans les années 20, l'Égypte va être siphonnée au profit des musées de Berlin, de Paris, de Londres, de Turin. Puis dans les années 1840, ce qu'on appelle la Mésopotamie, l'Irak actuel, Iran, Irak, vont être vidés. Puis dans les années 50, le Mexique, le musée américain du Louvre. Puis dans les années 70, l'Afrique, puis la Chine. Et donc, les musées européens exportent cette pratique de l'appropriation culturelle violente qui a mené à la loi du 9 mai dernier. Et qui, d'une certaine manière, propose une universalité du musée. C'est-à-dire que ce que vous décrivez là, cette entente entre musées européens, crée une exception, un droit d'universalité de l'Europe vis-à-vis du reste du monde? Une exception et en même temps une rivalité entre les puissances européennes. C'est-à-dire que ce n'est pas une belle alliance des musées européens qui décident d'aller vider l'Égypte. C'est plutôt Berlin qui essaye d'être plus rapide que Londres, plus rapide que Paris. Donc il y a une compétition dans ce projet d'appropriation du monde. Et la question de l'universalisme, elle n'est pas exactement posée en ces termes. Ce qu'on voit dans ces années-là, c'est plutôt l'idée d'encyclopédie. Avoir tout de partout. Ça, vraiment, c'est un totalitarisme, si on veut. L'idée du musée universel, c'est une idée beaucoup plus récente, inventée pour lutter contre les demandes de restitution. Alors, justement, comment s'organisent en 1815, dans ces années-là, post-napoléoniennes, les restitutions? Est-ce que la France, comme aujourd'hui, crée un décret, une loi, et décide, on va rendre ce qu'on a appliqué, désolé, ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une loi mémorielle en 1815 qui permet d'organiser ça? Alors, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que justement, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une loi en 14 et en 15, et il n'y a pas de loi. Et c'est parce qu'il n'y a pas de loi que les choses vont se faire
autrement. Tout le monde, jusqu'à une époque récente, pensait que le congrès de Vienne, le fameux congrès de Vienne de 1815, avait réglé la question des restitutions. Pas du tout. La question des restitutions est réglée juste pour les archives, parce que les archives permettent de savoir quels territoires ont appartenu à qui, donc elles font vraiment partie de manière très étroite de la politique et du droit de la guerre et de la territorialité. Donc, au moment de fin d'Empire, on rend les archives, et ça, c'est clair, mais les œuvres d'art sont dans une sorte de flou qui va rendre les choses difficiles. Et vous disiez tout à l'heure comment ça s'organise. On peut répondre à la question sur plein de niveaux. Est-ce que les Français... Enfin, même déjà en adoptant différents points de vue. Comment ça s'organise du point de vue d'un directeur de musée français ? On planque, on raconte rien. On planque, on cache les œuvres. On cache les œuvres quand on voit que des commissaires arrivent pour les réclamer. On leur dit qu'on a perdu la documentation, qu'on ne sait pas, il n'y a pas de lumière à tel endroit, etc. Ça, c'est le point de vue français. Quand vous êtes un commissaire missionné par votre gouvernement pour essayer de savoir où est votre Michel-Ange, qui était dans une église de Belgique, vous êtes obligé de mener une espèce d'enquête criminaliste pour aller finalement retrouver vos objets. De manière diplomatique, puisque Napoléon est parti, c'est plus le même régime, c'est un nouveau roi qui est votre allié, donc on ne veut pas non plus l'humilier, on va lui trouver des idées, des bonnes idées, par exemple, rend tout ce qui n'a jamais été exposé. Voilà, il y a vraiment différents degrés, et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe. Oui, vous écrivez, Bénédicte Savoie, ce que 1815 a mis en place n'est pas seulement un précédent historique, c'est un modèle opératoire. C'est une matrice, ouais. Alors, je voudrais revenir à aujourd'hui, si vous le voulez bien. Quelles sont les demandes aujourd'hui qui sont faites à la France ? Est-ce qu'on a une idée de la quantité d'œuvres spoliées, pillées par la France dans le monde depuis justement 1815 jusqu'à 1970 ? C'est ça la borne temporelle qui est prévue par la loi ? C'est difficile de dire que ça a été pillé. Enfin, les termes jouent toujours un rôle, mais on peut dire que tous les musées européens, et pas seulement les musées français, ont grossi. Il y a une expression allemande d'un directeur de musée dans les années 1880 qui dit « on a grossi comme des hippopotames ». Ils se sont enrichi considérablement en seulement 3 ou 4 décennies, c'est-à-dire entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale, un peu plus, au moment où de larges parties du monde étaient soit colonisées, soit des mandats, soit dans des conditions de pouvoir qui favorisaient l'extractivisme culturel, si on veut. Donc c'est difficile... Je cite un chiffre qu'on a trouvé de la directrice de recherche au CNRS, Claire Bosc-Thiessé, qui parle de 150 000 objets africains conservés dans 237 musées en France, 70 000 seulement au musée du Quai Branly, dont 46 000 arrivés pendant la période coloniale. Est-ce que le musée du Quai Branly, qui fête ses 20 ans le 20 juin prochain, là, dans une semaine, un peu plus d'une semaine. Est-ce que cette loi sur la restitution des œuvres demande à un musée comme celui-là de complètement repenser non seulement évidemment ses réserves et ses collections, mais même sa raison d'être et la manière, son fonctionnement ? Absolument. Et le musée du Quai Branly a commencé de le faire. On a eu la chance, tous et toutes, les visiteurs et les visiteuses qui l'ont vu, de voir l'exposition Dakar-Djibouti, une contre-enquête, par exemple, qui est revenue sur les conditions d'acquisition d'environ 3000 pièces dans les années 30, d'une expédition dite scientifique qui avait traversé toute l'Afrique, de Dakar à l'ouest, à Djibouti à l'est, en se servant, parfois sous la menace, des collections que traversaient ces camions et cette expédition. Et le musée du Quai Branly a fait une exposition absolument remarquable sous le commissariat de plusieurs directeurs de musées du continent africain et de Gaël Beaujean ici, qui ont montré que la question du consentement devait être traitée. Et ils ont même développé tout un vocabulaire. Je crois qu'ils ont maintenant 40 mots pour dire pillage ou vol, un peu comme ceux qui habitent sur les régions polaires qui ont 40 mots pour parler de la neige. Donc, il y a l'extorsion, le aussi vol. Autant de nuances de mots pour parler de restitution. C'est ma toute dernière question, malheureusement, et rapidement. Comment est-ce que sont reçues les œuvres ? Parce qu'on parle beaucoup de la restitution depuis de nous, pays du Nord, avec notre histoire coloniale qui proposons ces lois-là. Comment est-ce qu'elles sont reçues ? Je pense, je ne sais pas, au Bénin, par exemple, qui a reçu une quantité remarquable d'œuvres en 2021.
Elles sont reçues dans un moment de reconnexion. C'est un effort de reconnexion, mais alors au Bénin, la métaphore, c'était que c'était des enfants qui revenaient après 130 ans. Mais en 1815, à Berlin, vous avez des tableaux qui se mettent à parler, qui racontent dans la presse qu'ils ont été très contents de leur voyage à Paris, mais qu'ils sont encore plus contents d'être de retour à la maison. Et il faudra peut-être donner la parole aux œuvres d'art. Merci beaucoup Bénédicte Savoie d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin. Je rappelle le titre de votre livre, paru aux éditions de la Découverte, 1815, Le temps du retour, restituer l'art en Europe après l'Empire napoléonien. Merci à toute l'équipe qui me permet de préparer cette émission. Bertie Bourdon, Audrey Carme, Bruno Barada, Rodi Eken. À la réalisation et à la prise de son, c'était Léa Racine. Quant à vous, restez à l'écoute. Tout de suite, c'est à Voix Nue.